Bien, donc très rapidement, je vous présente Stéphane Favry, qu'on voit à peu près, qui est donc, tu me corriges, kiné, ostéo, formateur, beaucoup de formations sur le genou avant et de plus en plus tourné vers la douleur et notamment la douleur chronique. Donc il a un cabinet ici à côté et un nouveau cabinet aussi à la clinique Saint-Roch. C'est ça, Saint-Jean? Saint-Jean. Voilà, donc là il est en formation à Nantes et il nous fait l'amitié de venir nous faire un petit partage d'expérience sur la manière dont il utilise la réalité virtuelle dans sa pratique et notamment avec un focus sur la douleur. Donc oui, voilà la présentation rapide. En fait, j'ai un chemin professionnel qui était assez axé sur l'orthopédie depuis maintenant une vingtaine d'années. Et c'est vrai que plus ça allait et plus étant orienté vers l'orthopédie, je recevais des cas complexes, des douleurs chroniques, des patients un peu en échec de rééducation. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à la douleur chronique par des formations simples de 2 jours, et puis j'ai fait un début de douleur chronique. Et en regardant la littérature, aujourd'hui, on voit que la grande difficulté en rééducation, c'est de se sortir de la structuralité de la douleur, parce que dans la douleur chronique, on sait tous, les patients au niveau articulaire, neuromusculaire, au niveau orthopédie n'ont plus rien, et que la douleur, en fait, c'est juste une facilité neurologique d'intégration centrale. Aujourd'hui, tout le monde sait que la douleur est produite par le cerveau, et que c'est le cerveau qui fait le choix ou pas de produire de la douleur. Alors par rapport à ça, il y a 2 approches. Il y a les approches anglo-saxonnes qui sont beaucoup basées sur l'éducation du patient, les thérapies cognitives et comportementales, l'entretien motivationnel. Moi, c'est quelque chose que je respecte, mais je suis pas formaté à ça, je suis pas psychologue, je suis kiné, je suis artère du mouvement, la rééducation par le mouvement. Et c'est vrai que pour aller dans le cerveau et essayer de changer les leviers des patients, changer leur comportement et leur relation par rapport à la douleur, par ma formation de posturologie, il y avait 3 systèmes pour aller dans le cerveau. Il y avait la somesthésie, mais c'est un peu un contresens chez le douloureux chronique de retravailler sur la somesthésie, parce qu'en fait, on va relancer ce qu'on appelle les mécanismes renforçateurs à la douleur, c'est-à-dire on va majorer ses croyances. Et si vous regardez les recommandations professionnelles de 2019 sur la lombalgie chronique, les deux principales leçons ou les 2 principaux éléments qu'il faut retenir, c'est travailler sur les croyances et l'activité physique à refaire chez ce patient. Donc du coup, au niveau de la somesthésie, c'est quelque chose, à mon avis, qui peut pas être utilisé chez ces patients douloureux chroniques. Le vestibule n'a pas tellement d'effet sur le trait imagerie motrice, et donc en fait il fallait se rattraper ou utiliser plutôt le système oculomoteur et l'œil pour aller dans le cerveau des gens. C'est un peu la base de la thérapie miroir et des travaux de Lorimer Mosley et de David Butler, justement sur les principes de thérapie miroir. Sauf que dans la thérapie miroir, on est juste sur de l'appareil locomoteur, juste sur une persuasion périphérique, alors que dans la réalité virtuelle, on met le patient en fait dans un mode immersif, une forme d'hypnose numérique qui justement arrive à modifier les comportements, les croyances du patient et surtout son rapport à l'appareil locomoteur qui est perturbé dans la douleur chronique. Donc c'est pour ça que c'est le modèle aujourd'hui qui, moi, dans ma formation, me manquait, puisque j'ai d'abord fait un diplôme de kiné du sport, j'ai fait ostéopathie, j'ai fait un DEC posturologie, j'ai fait plein de choses, et je m'aperçois aujourd'hui qu'il faut sortir aujourd'hui, surtout sur les douleurs chroniques, du modèle homme-machine, c'est-à-dire un modèle qui est lié seulement à la force et à l'énergie, et il faut passer aujourd'hui sur un modèle d'information. Et comment traiter cette information? Et dans la douleur chronique, on s'aperçoit qu'il y a une vraie maladie douloureuse, qui est la maladie du traitement de l'information, où en fait une articulation n'a plus rien, mais par contre l'information au niveau du cerveau, elle est traitée de manière différente. Donc pendant très longtemps, comme je l'ai précisé sur un article, je me suis servi
de modèles simples, accessibles, grand public. Et après, je passais directement sur les exergames. Mais il manquait quand même ce qu'on pourrait qualifier de réalité virtuelle active ou réalité virtuelle avec des choses spécifiques au niveau du patient. Et c'est pour ça que j'ai trouvé voilà, vraiment aujourd'hui le parcours de soins, à mon avis, mais peut-être que ça va encore évoluer, on peut proposer aux patients avec au début juste de la réalité virtuelle immersive passive, comme on pourrait prendre un Doliprane ou comme on pourrait prendre un médicament, c'est-à-dire faire une fenêtre de douleur au niveau du patient où le patient sera soulagé pendant un certain moment, mais ça n'est pas de la rééducation, pour après passer sur en fait un modèle de réalité virtuelle. Là, le patient, dans le cadre d'une immersion qui va créer l'hypnose, va faire des mouvements et donc du coup après confronter ce patient au mouvement qu'il a fait pour justement lui montrer qu'il a les capacités de le faire. Souvent dans les douleurs chroniques, on a des modifications justement du schéma moteur et de la cartographie motrice qui crée presque l'inhibition du mouvement avant même sa réalisation. C'est le principe de la kinésiophobie. Donc si on veut enlever ce principe d'inhibition avant la réalisation, il faut en fait déstructurer le mouvement et que le patient soit attiré par autre chose. Et donc cette autre chose, ça peut être un jeu, ça peut être un environnement, ça peut être quelque chose de valorisant, de positif, un mouvement. Et donc c'est pour ça voilà, que je me suis mis, à mon avis, dans cette dimension en réalité virtuelle pour les douleurs chroniques, parce que la kinésithérapie, c'est la rééducation par le mouvement et pas la rééducation par la parole. Donc la rééducation par le mouvement, ça veut dire trouver le moyen que le patient fasse des mouvements et après travailler sur le cerveau. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'imagine comme étant aujourd'hui un procédé d'avenir en kinésithérapie, c'est-à-dire dépasser le stade de l'homme-machine et dépasser le stade de simple renforcement musculaire, mobilisation, cardio et tout ça. Super, merci Stéphane. Est-ce que tu as des exemples concrets de modules que tu utilises dans tel ou tel cas et de la manière dont tu les utilises? Alors, oui, c'est-à-dire que si par exemple, alors je vais vous parler de ce que j'ai beaucoup, c'est-à-dire des syndromes fémoro-patellaires chroniques, des gens qui ont mal au genou depuis l'adolescence et qui ont toujours eu mal au genou. Le parcours qu'on pourrait proposer, c'est d'abord quelque chose en fait qui va utiliser surtout les membres supérieurs et pas les genoux en premier. La règle, et ça j'avais fait une communication aux journées montpelliéraines de rééducation au Quorum en 2019, que à la limite vous pouvez donner l'adresse à tout le monde, elle donne à peu près aussi un bon résumé de la pratique de la réalité virtuelle pour les douleurs chroniques. La règle, c'est ce qu'avait dit le professeur Duperron de Nîmes, c'est l'exposition progressive aux contraintes. L'exposition progressive aux contraintes, ça veut dire qu'un patient qui a des douleurs chroniques au niveau du genou, au début, il faut faire tout sauf le genou, et petit à petit, se rapprocher du genou. Donc au niveau des modules, le module le plus adapté au début, par exemple pour le genou, serait le module de électrique. Parce qu'en fait, il y a une vraie concentration sur les membres supérieurs au niveau du parcours électrique et le patient, en fait, n'a pas d'action au niveau du genou, ne fait rien au niveau du genou. Et progressivement, alors le parcours électrique, en plus, il a l'avantage, en fait, de ne pas trop être dynamique au niveau des membres inférieurs. Après, en progression, on peut utiliser le jeu des ballons. J'ai oublié le nom précis, mais le jeu où on crève le réflexe. Voilà, réflexe, le jeu où on crève les ballons avec le réflexe, où là, en fait, dans ce jeu, on peut justement associer les membres supérieurs et des rotations de tronc qui, de manière indirecte, vont faire des mouvements au niveau du genou. Mais toujours avec une focalisation, en fait, sur les membres supérieurs. Et après, passer sur un modèle où, en fait, il va y avoir que la sollicitation du tronc sans les membres supérieurs, par exemple. Le jeu en fait où on suit la planète Terre qui bouge. Coordination à tête, c'est ça? Oui. Voilà. En fait, plus ça va, plus je reconnais les photos sur la plateforme, mais j'ai oublié les noms. Donc coordination à tête.
Ce qui fait qu'en fait, là, on est sur un modèle où le patient, il est plus sur le tronc et moins sur les membres supérieurs. Et après, progressivement, il va y avoir plus une sollicitation sur les membres inférieurs, mais globale, avec le jeu où le patient, en fait, doit cibler les étoiles qui arrivent. Flexion-extension au niveau des membres inférieurs, qui s'appelle Squat. Squat, voilà. Et donc après, l'avantage du squat, c'est que petit à petit, on peut régler une hauteur faible, 0,30 degrés par exemple, et petit à petit arriver à 0,60. Voilà, et comme ça, dans l'exposition progressive aux contraintes, on passe de quelque chose au début qui est uniquement focalisé sur les membres supérieurs, sans mouvement de tronc et de genoux, pour après évoluer sur en fait des membres supérieurs et des mouvements de tronc et de genoux, et puis après que les mouvements de tronc et de genoux sans les membres supérieurs, et puis après arriver à carrément des mouvements de genoux. Et petit à petit, en fait, on va montrer au patient, parce que si on lui dit tes genoux vont bien, tout va bien, t'inquiète pas, ça va bien se passer, il va pas nous croire. Si on veut changer les modèles au niveau du patient, il faut exposer ce patient par rapport à ses propres possibilités, de manière à ce que lui-même s'aperçoive que ça va bien. Et c'est quand il se sera aperçu que ça va bien, que justement il prendra confiance en ses genoux, et donc de ce fait, ça peut être une bonne méthode d'exposition progressive aux contraintes. Est-ce que... C'était limpide, merci beaucoup. Je vais juste demander s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle. Ah, Loïc a une question. Alors, Stéphane, Oui. comment tu montres au patient que finalement ça allait bien dans ses mouvements? On a eu la question aujourd'hui. Est-ce que tu utilises les rapports que l'on peut faire avec la GP? Est-ce que tu filmes le patient et puis après, quand il enlève le masque, tu lui montres, vous voyez ce que vous avez réussi à faire? Comment tu vas lui faire découvrir qu'il a été capable de faire quelque chose qu'il ne se sentait pas capable de faire? Alors, dans la réalité virtuelle, arrive un moment, ça fait partie, alors tout à l'heure j'étais un peu sévère avec tout ce qui était thérapie comportementale, positive, tout ça, mais après, dans la réalité virtuelle, ce qu'il faut, c'est mettre le patient de plus en plus en contrainte, parce que l'exercice va quand même faire sentir des sensations au niveau du patient. Vous prenez le jeu donc squat VR, je pense que si vous le faites pendant 10 minutes des squats 60-0, 60-0, arrive un moment les cuisses elles vont chauffer quoi. Donc en fait le patient, j'ai presque pas besoin de lui montrer, lui il va sentir une sensation qui est différente de la sensation douloureuse. C'est-à-dire que cette modification où dès qu'il va fléchir le genou, il va avoir mal, qui est modifiée par quand il va fléchir les genoux, il va sentir des choses dans les muscles, en fait suffit pour que le patient s'aperçoive de lui-même qu'il a eu mal. Mais des fois, la confrontation directe avec des photos n'est pas quelque chose au final qui peut amener une valeur surajoutée à la perception lui-même du patient. Parce que quand on fait les mouvements, le patient, même s'il est attiré par les étoiles et tout ça, il va comprendre qu'il fait les mouvements. Donc je suis pas sûr que de montrer directement au patient ce qu'il a fait dans la douleur chronique, c'est un avantage. Ça peut se concevoir en neurologie, puisqu'en neurologie, comme l'hémiplégie, on est sur une motricité volontaire. Là, alors je ne sais pas si vous voyez l'assistance qui est avec moi, mais au premier rang, il y a des amis tourangeaux qui ont Virtualis et qui, eux, le font que pour la neurologie. Donc on a échangé un peu déjà sur les procédés. C'est vrai que les leviers à utiliser pour la douleur chronique ne sont pas toujours les mêmes que ceux à utiliser pour l'hémiplégie. Donc c'est pour ça que de montrer aux patients douloureux chroniques en fait ce qu'il a fait, je suis pas sûr que ça soit la meilleure option, tout simplement parce qu'une articulation qui va bien, qui n'est pas douloureuse, est une articulation qu'on oublie. Donc le but en fait de la réalité virtuelle immersive, c'est d'oublier son articulation. Merci beaucoup. Enfin, juste pour voilà, dans l'assistance que vous avez, que chacun réfléchisse durant les 15 derniers jours s'il a eu mal au dos, et que les mêmes personnes réfléchissent dans les 15 derniers jours s'ils ont pensé à leur dos. Et en général, ceux qui pensent à leur dos, c'est ceux qui ont eu mal au dos, ceux qui ont eu des problèmes de dos. Mais quand on n'a jamais eu de problème de dos, on ne pense pas à son dos. Hubert.
D'autres questions? Oui, je vais la retranscrire. Je l'écoute d'abord. C'est ça, en fait. La question, c'était le fait d'être en réalité virtuelle immersive et donc de ne pas voir l'environnement, de ne pas penser à l'exercice qu'il est en train de faire, mais d'être sous forme pour lui de jeu. Et je pense aussi que toute ton approche avant d'arriver au squat, c'est justement pour l'entraîner dans une routine et un mécanisme de jeu où il oublie complètement son genou et il oublie l'exercice qu'on lui demande de faire. Ce que demandait Hubert, c'est est-ce que le fait d'être en réalité virtuelle immersive avec un masque et coupé du cabinet, entre guillemets, c'est ça qui va lui permettre de faire d'oublier le mouvement de genou et de le faire sans y penser et donc de ne pas sécréter tout ce qui pourrait provoquer de la douleur et de détourner son attention. C'était ça? Oui, c'était ça la question. Oui, alors en effet, c'est-à-dire que dans l'histoire sécréter la douleur, au niveau du cerveau, on a deux systèmes qui s'opposent. On a le système neuroinhibiteur descendant, c'est-à-dire ce que David Butler appelle la boîte à pharmacie dans le cerveau. Et d'ailleurs, si vous avez la curiosité d'aller sur YouTube, vous tapez armoire à pharmacie dans le cerveau et vous avez un très beau petit film qui dure 5 minutes de David Butler où il explique très bien ce système neuroinhibiteur descendant. C'est en fait une chape de plomb qu'on a dans le cerveau qui bloque les informations douloureuses et cette chape de plomb, en fait, fonctionne au mécanisme récompensatoire. Les mécanismes récompensatoires, c'est quand on prend du plaisir, c'est quand on fait du sport, quand on se reproduit, pour pas dire autre chose. Et donc, du coup, on a ce mécanisme récompensatoire qui bloque la douleur. Mais on a un mécanisme anti-récompensatoire, c'est-à-dire que le cerveau sécrète de la cholécystokinine, qui est une molécule en fait sécrétée, qui est produite par la digestion et qui est stockée dans le cerveau. Et cette molécule en fait, elle va, elle, amplifier l'information nociceptive et elle va bloquer justement toute cette boîte à pharmacie. Elle va bloquer tout ce qui est la sécrétion noradrénaline, endorphine, sérotonine. Et donc elle va bloquer cette sécrétion de molécules qui bloquent la douleur. Et en effet, cette cholécystokinine, elle est sécrétée dans les situations de peur, d'anxiété, de crainte. Si vous avez un douloureux chronique, que vous mettez devant un vélo elliptique, une presse ou un stepper, avant même de monter sur la machine, il aura mal, parce qu'il va sécréter cette molécule liée à la vision anxiogène de l'appareil. Donc du coup, le fait de mettre le patient dans un système plaisir, récompensatoire, avec un jeu, on va plus utiliser le levier boîte à pharmacie dans le cerveau avec sécrétion d'endorphine, qu'utiliser en fait une vision anxiogène d'une machine de musculation. Donc après, c'est sûr que dans l'exposition progressive aux contraintes, arrivé un moment, il faudra trouver le bon timing pour sortir le patient de la réalité virtuelle. Parce que comme je l'ai écrit il y a pas longtemps, cette réalité virtuelle, c'est extrêmement pertinent. J'ai participé au congrès l'année dernière à la pointe de Quimbron, c'est ça ? Pointe de Quimbron sur le congrès sur la réalité virtuelle. Et il y a un intervenant qui a fait une communication très pertinente sur le côté éthique de l'utilisation de la réalité virtuelle, c'est-à-dire que le patient, la réalité virtuelle, c'est vraiment le moyen de le sortir de ces problèmes permanents de vision, d'agressivité, de sécrétion de cholécystokinine. Donc, à un moment, il faut faire une fenêtre et lui faire des mouvements ailleurs. Mais après, il faut quand même que ce patient revienne aussi dans la vraie vie. Donc, il y a ce passage de la sortie de réalité virtuelle qui est un passage un petit peu technique et qui se fait avec un bon timing. Pour l'instant, j'ai pas la solution. Je peux pas vous dire quel moment, quand, comment. Ça dépend du patient, ça dépend de son évolution. La douleur chronique, c'est biopsychosocial. Donc, voilà, il y a plein de choses. Et là, je peux pas vous dire c'est à tel moment, tel critère, machin, tout ça. La solution, je l'ai pas. Mais arrivé au moment, ouais, c'est un passage important, cette sortie de la réalité virtuelle et cette confrontation à la vraie vie. Merci beaucoup Stéphane, malgré la distance, d'avoir pu partager cette expérience. Alors, est-ce que je peux me permettre quelque chose justement parce que parce que du coup on a parlé de réalité virtuelle puisqu'on a parlé de douleur chronique au niveau du genou. Et est-ce que l'assistance, vous avez des questions à poser spécifiques sur des gens qui, eux, maîtrisent complètement l'outil? Moi, je le maîtrise dans mon domaine. Ou pas? Non, tout est clair? Bon, non.
Ils sont très contents, ils n'ont pas de questions. On va les manger. Parfait. Bon appétit, merci encore, et puis à très bientôt. Allez, au revoir. Merci Stéphane. Au revoir, merci.